Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Grand Public. Alors avant de s'interroger sur l'avenir de Gérard Depardieu dans le cinéma français, voici d'abord nos personnalités cette semaine. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry signent depuis plus de 20 ans des comédies jubilatoires au théâtre et sur grand écran. Leur dernier film, au bout du compte, triomphe en salle. Elle, dans le rôle d'une mère un peu perdue, et lui, toujours aussi caustique, jamais aussi bon qu'ensemble. Quelle est donc l'alchimie de ce duo si spécial? Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, le grand retour, c'est un reportage de Romain Clément. Qu'est-ce que vous faites? On s'emmerde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Avec au bout du compte, le tandem Agnès Jaoui-Jean-Pierre Bacry s'attaque avec son humour caustique habituel à l'univers des contes fantastiques. Tu voulais faire le prince charmant et puis tu veux pas l'embrasser, c'est pas charmant ça, je suis désolée. Il y avait des archétypes, enfin des figures comme ça emblématiques du conte avec lesquelles on s'est très vite amusé. T'es une sorcière, alors fais la sorcière un petit peu quand même. Et la magie fonctionne, 370 000 entrées en une semaine, un bon démarrage surtout à Paris. On vient voir un Bacry Jaoui comme on vient voir un Woody Allen, par exemple. C'est-à-dire, il y a des codes qu'on a envie de retrouver, des personnages qu'on a envie de retrouver, qui seraient donc Bacry, un peu le bougon, et Jaoui, une espèce de femme dont on suit l'évolution, un petit peu plus libre. Un couple uni depuis leur première rencontre sur les planches en 87, une complicité qui demeure intacte 25 ans après. Ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. C'est assez magique. Leur collaboration a résisté même à leur séparation dans la vie. Donc non, ça n'a plus aucun sens. Jaoui sans Bacry et Bacry sans Jaoui. Portrait d'un duo uni, surdoué pour l'écriture, qui a su se tailler une place de choix dans le cinéma français. Un binôme engagé, connu aussi pour sa liberté de ton et ses nombreux coups d'éclat. Si on n'a pas un coup de gomme, si on n'a pas quelque chose dont on veut se délivrer, on n'écrit pas, quoi. On est tranquille, on joue au ball, c'est vrai. La jeune comédienne Agathe Bonitzer est à l'affiche d'Au bout du compte, où elle interprète Laura. Derrière lui, il y avait une statue avec un doigt comme ça, mais vraiment pointé sur lui. Ça, c'est la voyante qui lui a dit. Ah non, ça c'est mon rêve. Elle a observé à quel point le tandem a été complémentaire sur le tournage. Jean-Pierre Bacry en scénariste attentif et minutieux, Agnès Jaoui en chef d'équipe. On a l'impression d'être pas dirigé. En fait, elle dirige, mais vraiment de manière très précise, très fine, très implicite. Elle est très exigeante, elle sait où elle va, donc c'est très agréable pour les acteurs. Jean-Pierre est quasiment tout le temps présent sur le tournage, même quand il tourne pas. Il s'occupe pas de tout ce qui est technique, de placement de caméra, tout ça, c'est Agnès qui gère. Et lui, de temps à autre, il va venir nous dire quelque chose à l'oreille sur une intention, sur même un regard, un geste, un mouvement de tête ou d'épaule. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, à eux deux 7 Césars, une écriture incisive, des dialogues qui font mouche, des personnages bien trouvés et des comédies populaires cultes, comme ici Cuisine et dépendance en 93. Je sais pas quoi leur dire, moi. C'est pour moi 1 heure que je me concentre pour essayer de trouver quelque chose à raconter. Cuisine et dépendance, leur premier succès écrit pour le théâtre et adapté au cinéma par Philippe Muil. Les gens retrouvent ce qu'ils n'arrivent pas à dire eux-mêmes, je pense. Je pense que ça parle aux vrais gens, des vraies choses, en fait, des vrais sentiments. Ils arrivent à drainer des jeunes spectateurs, et ça c'est possible aussi par leur casting, qui sont toujours très intéressants. Ils ont toujours fait la place à la jeunesse, Marie-Lou Berry il y a quelques années, Jamel il y a encore 3-4 ans, et là Agathe Bonitzer, des choses comme ça. Et cette famille finalement elle n'arrête pas de se recomposer, et donc les spectateurs se recomposent avec. Leur famille commence à se former ici au théâtre. Nous sommes en 87. Et le metteur en scène Jean-Michel Ribes cherche à monter une pièce d'Harold Pinter au théâtre Tristan Bernard. Il y a quelques années, j'avais monté l'anniversaire de Pinter. Jean-Pierre jouait dedans, Roland Blanche, Dominique Blanchard, quelques acteurs. Et on cherchait une jeune actrice, une jeune fille. Alors je suis allé à l'école de Chéreau et j'ai trouvé une jeune actrice qui s'appelait Agnès Jaoui, que j'ai engagée. Donc c'est là où ils se sont rencontrés. Je crois que ça a été un rapide coup de foudre. Et voilà, bon, donc Agnès est devenue la femme muse et la femme de la vie de Jean-Pierre. Jean-Pierre est devenu le prince d'Agnès. Pourquoi faites-vous perdre du temps à tout le monde, Weber?
Pourquoi vous mettez-vous dans les jambes de tout le monde? Moi, qu'est-ce que Je vous le dis, Weber, vous êtes moins que rien. Pourquoi emmerdez-vous le monde? À partir de là, les deux ne vont plus se quitter, mais une rencontre va tout changer. Ils vont mettre leur talent d'écriture au service du réalisateur Alain Resnais, sans forcément apparaître à l'écran. On ne peut pas parler de Bakri Jaoui sans parler de leur collaboration avec Alain Resnais. Ils ont d'ailleurs été césarisés pour ça, pour Smoking No Smoking. Quand on l'a vu, on s'est dit « Ah merde, toutes ces bonnes blagues, ces bonnes vannes, ces bonnes répliques, ce texte amusant, etc. » On le joue pas, dis donc. Donc tout en le sachant évidemment, hein, mais voilà, ça a créé une petite frustration et à ce moment-là, on s'est dit quand on écrira, on jouera. Voilà. Une frustration qui les incite à voler de leurs propres ailes, chacun dans son registre. Le plus célèbre des deux, Jean-Pierre Bacri, souvent dans ce personnage d'éternel bougon. Je le trouve drôle, je le trouve drôle, grave, pathétique. Donc voilà. Oui, c'est Bacri. Mais dans l'histoire du cinéma, il y a plein d'acteurs qui ont fait Gabin, il a fait Gabin. Voilà, Bacri, il fait Bacri, mais c'est bien. C'est très simple. Quand je lis une scène, si j'ai pas envie qu'un autre la joue que moi, je dis oui. Voilà. Si je me dis cette scène-là, elle va être jouée par un autre et c'est dommage, et ce serait dommage, je le dis oui. C'est pas compliqué. Agnès Jaoui, plus en retrait, a toujours ambitionné, elle, de passer derrière la caméra. Elle souffrait d'être dans l'ombre de Jean-Pierre Bacri et que ça a rééquilibré leur tandem, que ce soit elle qui devienne la réalisatrice. En 2000, c'est leur consécration, Le goût des autres, premier film réalisé par Agnès Jaoui. C'est un triomphe, 2 Césars dont celui du meilleur film, 3 800 000 spectateurs, un véritable phénomène de société. C'est un film qui à la fois constatait une fracture sociale et culturelle en France, ce qui a beaucoup plu, et qui en même temps ouvrait sur une perspective de réconciliation. Et je crois que ça explique l'énorme succès de ce film à l'époque. Un statut de taille dans le cinéma français, une liberté de ton unique, le tandem est aussi très célèbre pour ses coups de gueule. Comme le dernier contre leur camarade Jamel, il lui reproche lors de la cérémonie des Césars d'avoir voulu accélérer le discours d'un intermittent qui se plaignait de la précarité du métier. C'est lamentable de faire ça, dira Jean-Pierre Bacri. Cette aristocratie nouvelle dans le cinéma français qu'incarne Jamel Debbouze, personne n'ose la contredire et eux, qui sont proches de Jamel, osent remarquer que ça n'est pas très courtois, que ça n'est pas très élégant. Je comprends qu'on critique et puis bon, Jean-Pierre c'est quelqu'un de très engagé, de très sensible en fait. C'est pas du tout, il fait pas ça l'amuse pas. Hein, c'est pas du tout qu'il a une grande gueule ou quoi, c'est qu'il est très sensible et il est sensible à l'injustice. Une sensibilité partagée par les deux, qui avec le temps laisse transparaître dans Au bout du compte une mélancolie plus profonde. Il n'y a rien de grave, on est vivant. Non, je suis pas capable de conduire. Je suis pas capable de... Je conduirai plus jamais. Il y a un désenchantement qui monte dans leur film. Ils montrent au fond le bricolage amoureux, professionnel, existentiel auquel tout le monde est un peu réduit aujourd'hui. Dans une société essoufflée, dans une société en crise, chacun se débrouille comme il peut avec ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'a plus. Il est où ton papa? Il est au cimetière. Mais il est vacant au ciel? Au ciel? Non, il va rester là dans le cimetière. Voici maintenant notre polémique de la semaine. Pourquoi Gérard Depardieu a-t-il renoncé au film Les yeux jaunes des crocodiles qu'il devait tourner la semaine prochaine avec sa fille? Depuis ses déclarations fracassantes et son exil en Russie, l'acteur est au cœur du scandale. Producteurs et réalisateurs s'interrogent. Gérard Depardieu serait-il perdu pour le cinéma français? Reportage Sarah Ougère. Voici les premières images du prochain film de Gérard Depardieu. La Marque des Anges, une adaptation de Miserere, le roman de Jean-Christophe Granger. La sortie est prévue en juin et une question se pose. Ce film restera-t-il comme un adieu de Gérard Depardieu au cinéma français? La semaine dernière, on apprenait que l'acteur avait renoncé à jouer avec sa fille dans une adaptation du roman de Catherine Pancol, Les yeux jaunes du crocodile, dont le tournage doit commencer mercredi prochain.
Il a annoncé au producteur, c'était pas totalement signé, mais enfin c'était en voie d'être signé, qu'il ne souhaitait plus faire le film parce que, lui a-t-il dit, en ce moment je ne veux pas travailler en France. Gérard Depardieu aurait-il donc décidé de tourner le dos à la France? Depuis quelques mois, l'acteur est au cœur de toutes les polémiques. Montré du doigt pour son exil fiscal, il accumule les provocations, affirme renoncer à la nationalité française puis s'affiche aux côtés de Vladimir Poutine, quitte à ce que ses derniers films doivent en souffrir. Les gens me disaient, dis donc, c'est bien, ça va te faire de la pub. Non, moi j'ai tout de suite senti quand même que ça allait plutôt quand même faire une contre-pub. Habitué des coups d'éclat, l'acteur a peut-être été lui-même dépassé par cette affaire devenue un phénomène de société. Aujourd'hui, producteurs et réalisateurs s'interrogent. Gérard Depardieu est-il encore capable de séduire le public français? Est-ce que le public français continue à suivre Depardieu ou va continuer à suivre Depardieu comme il le faisait avant? Moi, je pense que oui. Il y a un petit risque. Un petit risque qui est une sorte d'amalgame. Qu'on ne fasse plus l'indifférence entre l'acteur et l'homme qui s'est exilé. Une seule chose me ferait vraiment de la peine, c'est que le public français, que les gens attendent qu'il soit mort pour se rendre compte de la chance qu'on a eue, et tout, d'avoir un aussi immense acteur. C'était le 18 février dernier à la Cinémathèque de Paris. Gérard Depardieu est venu pour rendre hommage à Maurice Pialat. Il évoque tous ceux qui ont marqué sa vie, François Truffaut, Barbara ou son fils Guillaume. C'est vrai que, avec Maurice, j'avais le privilège de rire beaucoup. Je me suis jamais fait chier avec lui. Et tous ces gens qui sont partis sont en moi, que je les transporte avec moi en Russie, en Belgique. Applaudissements appuyés quand l'acteur semble rire de la tempête médiatique qui s'est abattue sur lui cet hiver. Depuis décembre, on s'écharpe autour de lui par chroniques interposées. Chacun y va de son commentaire jusqu'à cette une, comme un avis de décès. Difficile dans ces conditions de parler de cinéma. Un film va en faire les frais, L'homme qui rit de Jean-Pierre Améris, adapté du roman de Victor Hugo. Gérard Depardieu y joue le rôle d'Ursus, un forain philosophe qui recueille 2 orphelins. Les gens sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur. C'est tout ce qui est différent d'eux, ça leur fait peur. Le film est sorti le 26 décembre et tout de même s'est retrouvé vraiment en sandwich entre, si j'ose dire, l'affaire belge, l'histoire de l'exil fiscal, et quelques jours après, tout de même, l'affaire Poutine, appelons ça comme ça. Et je me disais tout de même, si Gérard, s'il pouvait arrêter un tout petit peu de parler, mais surtout si les gens pouvaient arrêter d'être après lui. Beaucoup de directeurs de salles me disaient, vous savez, on a des spectateurs qui nous ont dit, on aimerait bien voir L'homme qui rit de Victor Hugo, on aime bien Jean-Pierre Améris, mais il y a Gérard Depardieu, on n'ira pas. Là où la multitude voyait le monstre, Théa, aveugle, voyait l'archange. Au final, un peu moins de 300 000 entrées en France pour ce film dont les distributeurs auraient espéré un peu plus. Mais le réalisateur ne regrette pas cette expérience qui lui a permis de tourner pour la première fois avec le monstre sacré du cinéma français. Beaucoup de gens m'avaient dit, mais il va te pourrir ton tournage, il fait plus de prises, il apprend plus son texte. Mais moi, j'ai jamais rien voulu entendre de ça. Et il faut toujours être aux aguets. Il m'avait presque dit, je vais te donner quelque chose, mais je ne sais pas quand ça viendra, il faudra que tu le saisisses, parce que je ne sais pas si ça reviendra. Et du coup, réalisateur, vous êtes en permanence aux aguets, vous êtes comme, je ne sais pas, un cinéaste animalier qui attend la gazelle qui va sortir de la savane. À chaque fois, vous dites, c'est là, et puis non, c'est pas là. Et puis à un moment donné, ça vient, et en effet, il faut le saisir. Et ce moment de vie qui vient, c'est plus beau que bien joué. C'est vécu. Cette capacité à porter la vie sur un plateau, c'est sans doute ce qu'ont vu les grands réalisateurs qui ont marqué sa carrière. Bertrand Blier, François Truffaut, Maurice Pialat. Mais au fil des années, le provocateur commence à faire de l'ombre à l'acteur. On le voit à Cuba, avec l'homme d'affaires algérien Rafik Khalifa, ou le président tchétchène, à qui il a même promis de tourner un film à Grozny. Il avait plutôt une bonne image. Bon, là, elle se dégrade, semble-t-il, un petit peu. En tout cas, aux yeux des producteurs, c'est plus du tout évident de le prendre systématiquement pour un film. Ça fait quelque temps qu'il n'a pas eu de succès. Bon, il y a eu quand même l'échec d'Astérix, l'échec de L'homme qui rit, l'échec de Turf. Dernière sortie en date, Turf n'a réuni que 360 000 spectateurs. Un désastre pour un film qui a coûté plus de 23 millions d'euros. Peut-être une affaire pour toi.
Ouais. Regarde cette tête de vainqueur. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est excès de vitesse. Les prochains films pourront-ils renouer avec le succès? Stéphane Spéry l'espère. Il est le producteur de La Marque des Anges, l'adaptation du roman de Jean-Christophe Granger, qui sort en juin avec à l'affiche un duo prometteur, Gérard Depardieu et Joe Star. Pour moi, Gérard n'a pas changé, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré en 76, c'était déjà quelqu'un de... En anglais, il y a une expression qui est bigger than life, qui est plus grand que la vie, ou qui est rabelaisien. Moi, je pense que c'est un acteur formidable, que si le film est bien, j'espère que les gens iront le voir à la hauteur de ce que le film mérite. On fera la promo comme on doit la faire sur un film. Gérard fera son travail. Mais vous préférez éviter les interviews en direct? Je crois que c'est mieux parce que je me méfie pas de Gérard, je me méfie plus des journalistes. D'après un récent sondage, 57% des Français affirment avoir une opinion négative de Gérard Depardieu. 32% disent même qu'il pourrait renoncer à aller voir un film parce qu'il est à l'affiche. Mais pour le responsable de cette enquête, ce désamour peut être passager. Serge Gainsbourg, même si ce n'était pas exactement sur le même type d'attitude, avait également défrayé la chronique. On se rappelle du billet qu'il avait brûlé à l'antenne et qu'il amenait justement à critiquer la part des impôts concernant ses revenus. Je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Est-ce que les Français du jour au lendemain ont boycotté Serge Gainsbourg? Est-ce que du jour au lendemain, ils ont arrêté d'acheter ses disques? Est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire de Serge Gainsbourg apparaît comme étant justement entachée de cette prise de parole? Absolument pas. Malgré les polémiques, Gérard Depardieu a encore quelques atouts pour séduire. Après presque 200 films, l'acteur est encore capable de coups de cœur. Pour aider un jeune producteur à trouver des financements pour son premier film, il a récemment accepté de tourner gratuitement dans un court-métrage qui permettra de présenter le projet. Gérard nous a dit, écoutez, moi je suis disponible pendant 1 ou 2 jours, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on est allé chercher chez lui, à Paris, pour être sûr qu'il vienne, parce que déjà tout le monde se disait, mais est-ce que vous êtes sûr que Gérard Depardieu va venir? Même les gens sur place, même les techniciens disaient, mais c'est sûr que voilà. Et il a été disponible et totalement là pour le film, pour le réalisateur. C'est qui le patron de cette attraction? C'est à moi, monsieur. Et vous avez les caméras à l'intérieur? Oui, vous savez, on les laisse en marche toute la nuit contre les vandales. Ben, il s'est pas planté là, montrez-les-moi. Gérard Depardieu semble donc toujours prêt à s'investir. Pour que le public soit à nouveau au rendez-vous, reste peut-être à lui trouver des rôles à sa démesure. Paradoxalement, je pense que ça peut vraiment relancer sa carrière. Je pense que bizarrement, ça va peut-être redonner l'envie à certains cinéastes, grands cinéastes, de lui écrire des rôles qui lui iront, qui le séduiront. L'enjeu maintenant, le pari, c'est de le faire revenir. On ne le fera pas revenir avec des choses médiocres. Affaire classée. À moins que... C'est un document exceptionnel que nous vous proposons ce soir. Un éclairage inédit sur l'un des chanteurs français les plus populaires, Joe Dassin. Plus de 30 ans après sa mort, des écrits ont été retrouvés par sa famille et l'on découvre que Joe Dassin se rêvait écrivain, un destin contrarié de son vivant. Ces nouvelles sont enfin publiées. Joe Dassin, le romancier retrouvé, c'est un reportage de Sophie Pagès. Est-ce que vous êtes sûr de réussir? Oui, mais ce qui est difficile à dire, c'est où. Il vient tout juste de se lancer, mais déjà s'interroge sur la voie qu'il a choisie. La chanson rendra Joe Dassin célèbre dans le monde entier. Pourtant, c'est une toute autre carrière qu'il aurait pu embrasser. Où il va, je ne sais pas. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le discours de ma famille. C'est quelqu'un qui était brillant, qui était doué. Joe Dassin, écrivain, c'est la facette inattendue que sa sœur, Richelle, et son ami d'université, Alain Giraud, ont voulu dévoiler aujourd'hui à travers 4 nouvelles inédites du chanteur publiées le 20 mars. Bien que ce soit des écrits de jeunesse, c'est plein de promesses. C'est un homme très très sensible aussi, que les gens ne connaissent pas. Diplômé en ethnologie,
Fils du célèbre cinéaste Jules Dassin, c'est donc presque par hasard qu'il deviendra un chanteur de variété, lui que les lettres auront toujours attiré. Il était à tort considéré comme un chanteur à minette, à succès, hein, comme Claude François, comme peut-être Mike Brandt. Non, la postérité lui donne raison. C'était certainement maintenant un romancier contrarié. Des œuvres posthumes qui pourraient éclairer d'un jour nouveau la personnalité de celui qui, plus de 30 ans après sa mort, demeure l'un des chanteurs préférés des Français. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. Ensemble, ils aiment se souvenir de lui. Un ami pour l'un, un frère pour l'autre. Ça, c'est Dorothy et Joe. Et c'est moi qui prends la photo. Et c'est lui qui prend la photo. Richel Dassin et Alain Giraud se sont lancés un pari, faire découvrir les talents d'écrivain de Joe Dassin. Ils ont ainsi traduit, en français, 4 nouvelles écrites en anglais vers 1960. À cette date, le chanteur est alors étudiant à la prestigieuse université d'Ann Arbor, dans le Michigan. Sur ces images, tournées à l'époque par Alain Giraud, qui fut son colocataire, se dévoile un étudiant souriant et particulièrement farceur. C'était un étudiant brillant. Il était étudiant en ethnologie. Il écrivait, mais à l'époque, il souhaitait en fait devenir écrivain. Et bien qu'il chantait beaucoup, les blues, les folk songs, les chansons de Brassens, etc. Moi, je chantais avec lui d'ailleurs. On gagnait même un peu d'argent en faisant ça. Mais je crois que l'idée de devenir un chanteur professionnel, non, c'était pas son truc. C'est bien plus tard, quand il est rentré en France. Celle qui partage la vie de Joe Dassin à cette époque, c'est elle, Dorothy, une jeune femme qui l'encourage à écrire. Elle savait justement qu'il avait vraiment envie d'être écrivain. Et quand il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?», pour le servir, elle lui a dit « Je veux que tu m'écrives une nouvelle ». Et ce qu'il a fait, et qu'il lui a donné pour son anniversaire. Donc la première nouvelle, c'était un cadeau pour Dorothy. Donc on s'est dit « C'est un beau titre ». Des textes qui évoquent l'Amérique des années 60, celle de la ségrégation raciale, mais aussi la vie du clan Dassin, à commencer par celle de son grand-père, juif ukrainien venu d'Odessa, que Joe Dassin transforme dans son livre en immigré italo-américain. C'est rigolo parce que parfois il y a presque des... on retrouve des idées, des passages qu'on aurait pu avoir dans Le Parrain, par exemple. Non, puisqu'il s'appelle, il se fait appeler Bonanni, je crois, son grand-père. Bon, mais c'est très rigolo. Il y a des moments qui sont très bons. Et puis il y a des moments aussi, effectivement, comme l'écrivent sa sœur et Giraud dans la préface, il y avait certainement besoin de réécrire. Il faut comprendre que c'était un perfectionniste. Donc c'est évident que ces nouvelles, il les aurait retravaillées, il en aurait fait peut-être des romans. Oui, et puis il a participé. Hein, enfin, pour finir, il a participé parfois à l'écriture de ses chansons. Donc il avait un sens de l'écriture, c'est évident. Après ses études, c'est en France que Joe Dassin se lance dans la chanson et connaît ses premiers succès. De 1965 à 1980, il multiplie les tubes, devenant une vedette populaire. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Sa notoriété est alors immense et surpasse même celle de son illustre père, l'auteur du Rififi chez les hommes, ou de Jamais le dimanche, comme le révèle cette anecdote. Je suis allé acheter une paire de pantalons, on a dit que c'était fermé, et quelqu'un a dit « Un instant, vous n'êtes pas le père de Joe Dassin ?» J'ai dit « Oui ». Ils ont dit « Entrez, on vous donne des pantalons ». C'est ça? C'est grâce à moi. Ça c'est merveilleux, ça, je ne savais pas. Je ne vais pas raconter cette histoire. À ce père, admiré, Joe Dassin écrivait à 20 ans qu'il savait qu'il voulait être écrivain. Mais la musique n'était jamais loin, et c'est avec des reprises, presque des imitations, que le chanteur a débuté, comme nous l'apprend son ami Alain Giraud. J'ai retrouvé un enregistrement qui date d'il y a plus de 50 ans, où Joe et moi chantions Brassens. Je vous en fais écouter un petit bout.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. On n'était pas vraiment des professionnels, et puis l'enregistrement n'est pas de très grande qualité non plus. Mais enfin, on se débrouillait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de charme dedans. Je trouve qu'ils sont bons et que c'est charmant. Il a pardonné mes rangs en vain. Un studio d'enregistrement au nord-est de Paris. Je l'imagine se glisser dans son bain, délicate et sublime. J'en suis complètement zinzin, c'est mon amour, ma voisine. Jonathan Dassin, l'un des deux fils de Joe, finit d'enregistrer son premier album. Un jeune homme discret et pudique au père célèbre et pourtant inconnu. Il est mort, j'avais moins de 2 ans. J'avais pas encore 2 ans. Donc à cette époque-là, on n'a pas encore énormément de souvenirs. Je le connais à travers ses succès, à travers ses photos, à travers ce que m'ont dit mon grand-père, ses sœurs. Et aujourd'hui, un peu plus à travers ce livre. J'espère que effectivement, ça pourra toucher les gens et que ça pourra leur montrer une autre facette de mon père. C'est la facette de Joe Dassin, écrivain. Un homme décidément plus complexe que l'étiquette de chanteur de variété français qui lui collait à la peau, lui, l'américain, peu à peu lassé du show business. Dans les derniers mois de sa vie, il avait vraiment fait le tour de toutes ces tournées harassantes, épuisantes. Il n'en pouvait plus de ça. En plus, il n'était pas en très bonne santé. Et il m'a dit très clairement qu'il voulait aller habiter dans les montagnes rocheuses et écrire. Et je l'ai cru, mais totalement. Totalement. Je suis sûre qu'il l'aurait fait. Et il a écrit beaucoup plus que ça. Ça existe, c'est là, voilà. Et que personnellement, ça me rend très en colère quand on me dit qu'il voulait être écrivain. Parce que je me dis, il l'était. Drôle de destin que celui de Joe Dassin, lui qui n'aura pas eu le temps d'être un vieux chanteur, mais dont les écrits de jeunesse pourraient peut-être lui valoir, à titre posthume, le statut d'écrivain. Grand Public vous emmène maintenant dans le sud de l'Italie. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à Pompéi. Pompéi, c'est un musée à ciel ouvert, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le site est à l'agonie aujourd'hui. Vol, baisse des subventions, corruption, mafia, plus de la moitié des édifices sont menacés. Une situation qui fait de Pompéi le symbole d'une Italie en état d'urgence culturelle. Pompéi, le patrimoine en péril, c'est notre enquête cette semaine. Virginie Plot. Pompéi, à 20 km de Naples, la fierté de la région, patrimoine mondial de l'humanité. Une ville antique romaine ensevelie par l'éruption du Vésuve il y a 2000 ans. Aujourd'hui, le plus grand site archéologique du monde tombe en lambeaux, les villas s'écroulent, la mousse envahit les vestiges, les fresques disparaissent. Regardez les taches foncées sur les murs. Ça veut dire que l'eau s'est imprégnée partout. C'est un grand danger. Ça risque de tomber sur la tête des gens. Tout ce qui a été découvert ici, tous les vestiges trouvés, ce sont notre identité, notre histoire. Et donc, on doit en prendre très soin. Mais au-delà d'un simple manque d'entretien, Pompéi souffre aussi de tous les maux de cette partie du pays. La bureaucratie, la corruption et même la camorra, la mafia locale. Selon les magistrats, sous couvert de travaux dans le site, des entreprises privées auraient détourné de l'argent public destiné à Pompéi. Nous nous sommes rendus au pied du Vésuve, sur les ruines de l'ancienne cité antique, pour y découvrir un site en état de catastrophe culturelle. La cité antique de Pompéi, l'un des sites les plus fréquentés d'Italie, plus de 2,5 millions de touristes chaque année. Et parmi eux, un visiteur très fidèle, mais un peu particulier. 4 mètres de hauteur. Antonio Irlando, le président de l'Observatoire du patrimoine culturel, une association locale. Comme chaque semaine, il vient mesurer l'étendue des dégâts.
Il nous a donné rendez-vous pour nous faire découvrir la face cachée de Pompéi. Sans autorisation de la direction du site, nous le suivons en caméra discrète. Regardez, les travaux du gymnase où s'entraînaient les gladiateurs. Ils devaient être finis en 2010. Et là, on est en 2013. Et encore, ils ne sont toujours pas terminés. Comme le gymnase, de nombreuses parties du site sont aujourd'hui fermées au public. Sur les 70 villas romaines de la cité, 5 seulement sont ouvertes. Les autres menacent de s'effondrer. Regardez, c'est un autre éboulement, une autre zone fermée au public. Et chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, on enregistre un éboulement. C'est un désastre. Et en plus, il y a tellement de zones fermées au public. Et on ne sait pas ce qu'il s'y passe. Le lendemain, nous sommes reçus pour la visite officielle. Une attachée de presse nous accompagne en permanence. La directrice du site archéologique nous explique que tous ces problèmes ne sont qu'une question d'argent. La somme nécessaire pour mettre Pompéi en sécurité est très importante. Pour le moment, l'État italien n'a pas les moyens de le faire. L'Italie, le pays du monde qui compte le plus de sites classés par l'UNESCO, n'a plus les moyens d'entretenir ses joyaux. À Rome, le Colisée se désagrège. À Tivoli, c'est la villa de l'empereur Adrien qui tombe en ruine. Le budget de la culture italien est 5 fois plus faible qu'en France. Mais à Pompéi, le manque d'argent n'est qu'une partie du problème. Vincenzo Esposito est journaliste au Corriere del Mezzogiorno. Il y a 2 ans, il est le premier à s'intéresser à la restauration du théâtre antique, des travaux qu'il dénonce à l'époque dans un article virulent. Ce n'est pas du tout une restauration. Ces travaux ont été faits à l'époque pour permettre au théâtre d'être utilisé dans le cadre de spectacles, de concerts, où le public paie pour se retrouver dans ce cadre magnifique. Antonio Irlando a tenu à nous montrer le nouveau visage de ce théâtre romain. Ça a été autrefois un théâtre antique. Quand il a été découvert, les gradins n'existaient plus. Ce qui restait, c'était ceux en marbre blanc. Mais le reste n'existait plus. C'est pour ça, l'image authentique du théâtre, ce serait sans ces gradins, faits dans des matériaux modernes. Et ça a vraiment porté atteinte à l'image et à l'architecture du monument. Nous avons interrogé la direction de Pompéi sur le choix étonnant de ces matériaux modernes. J'aimerais bien aller voir ce qu'ils font dans leur pays dans ce domaine. Visiblement, nos questions ne sont pas appréciées et les réponses sont un peu longues à venir. Les nouvelles théories de la restauration prévoient l'utilisation de matériaux modernes pour intégrer les parties manquantes des édifices. C'est un choix méthodologique qui a été fait par la direction. Cette affaire de la restauration du Grand Théâtre a pris une nouvelle dimension au début du mois. La justice s'en est emparée. 6 personnes ont été inculpées pour abus de pouvoir, fraude et corruption, dont l'ancien responsable du site et un représentant de l'UNESCO. Avec, comme souvent dans la région, l'ombre de la Camorra, la mafia locale. Un sujet que nos interlocuteurs ont rapidement éludé. La Camorra est une présence inquiétante dans pratiquement toute la région napolitaine. Mais ce n'est pas une découverte. À 15 km de Pompéi, Ercolano. La cité a elle aussi été ensevelie par le Vésuve. Mais ici, les vestiges sont dans un tout autre état. La quasi-intégralité du site est accessible et les fresques ont conservé toutes leurs couleurs. Si le déclin a pu être évité, c'est grâce à l'intervention d'un mécène américain, la Fondation Packard. Depuis 2004, elle investit chaque année plus de 3 millions d'euros. À l'époque, Ercolano était confronté au même problème que Pompéi. Ça nous a coûté une somme folle qu'aucun responsable de site au monde ne peut se permettre. C'est pour cela qu'a été expérimenté ce magnifique exemple de collaboration avec le privé. C'est un moyen pour sauver nos biens, je parle de tous les biens culturels italiens.
Cette collaboration entre le public et le privé doit exister. Mais il ne faut pas que ce soit du business. Par exemple, mettre une pizzeria dans les fouilles, ce serait la mort des fouilles. À Pompéi, c'est l'Europe qui va peut-être jouer ce rôle de généreux mécène. Une subvention de 42 millions d'euros vient d'être accordée pour le grand projet Pompéi, inauguré en grande pompe début février. Premier chantier, la restauration de 5 villas et la mise en place d'un système de drainage des eaux de pluie. Mais 20 jours plus tard, Antonio Irlando est plutôt pessimiste. Regardez, grand projet Pompéi. Début des travaux, 1er février 2013. Et les travaux n'ont toujours pas commencé. L'entretien de grand public cette semaine, c'est avec Audrey Lamy, comédienne, comme sa sœur Alexandra, et humoriste. En seulement quelques années, la petite dernière s'est fait un prénom et elle triomphe en ce moment sur scène. À 32 ans, Audrey Lamy incarne cette nouvelle génération d'humoristes au féminin. Elle donnera ses dernières avant Vegas prochainement à l'Olympia. Bonjour Audrey Lamy. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour grand public. J'ai un petit questionnaire. Ah. Vous êtes prête? Ouais. Si vous étiez une héroïne de fiction. Uma Thurman, dans Kill Bill. Dans Kill Bill, ah ouais. J'adorerais. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous séduit dans... Elle, déjà, surtout. Tarantino, beaucoup, donc ça fait pas mal de choses. J'aimerais bien essayer la combinaison en latex jaune. Jaune. Il faudrait que je fasse au moins 30 cm de plus. Donc c'est pour ça que ça reste un fantasme. Le mot ou l'expression que vous utilisez le plus souvent, Audrey Lamy? Extraordinaire. Extraordinaire? C'est extraordinaire. Je suis assez spontanée, je suis assez... très souvent de bonne humeur. Donc extraordinaire, ça vient au moins 3-4 fois dans la journée. Mais je crois que ça tient de ma mère qui l'emploie très régulièrement aussi. La personne que vous imitez le mieux? Je dirais Vanessa Paradis quand elle chante Joe le taxi. Alors là, je suis obligée de vous demander. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Là, je me suis piégée toute seule. Donc ça fait Joe le taxi, c'est sa vie. Le Rocamambo, embouteillage, il est comme ça. Voilà. Oh, juste dans les intonations, c'est énorme. Pas du tout convaincue. L'artiste que vous aimeriez ressusciter? Je suis assez fan de Romy Schneider. Là aussi, c'est ma maman qui m'a fait connaître les films de Romy. Et je la trouve, enfin voilà, je la trouvais, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour cette actrice que je trouve élégante, gracieuse. Enfin, pour moi, voilà, c'est la vraie femme, quoi. Quel rôle vous lui donneriez aujourd'hui? Uma Thurman dans Kill Bill. Pas mal. Là, vous remontez sur scène pour votre spectacle, dernière avant Vegas. Il y a 3 dates à l'Olympia du 18 au 20 avril. Vous auriez pu en rester au théâtre, vous auriez pu en rester au cinéma, vous auriez pu en rester à la télévision. Pourquoi vous êtes aussi laissé tenter par l'humour et surtout par le one-woman show? J'ai eu un petit accident de scooter qui m'a immobilisée pendant 2 mois chez moi et je me suis dit, bon, au lieu de rien faire, je vais commencer à écrire des sketchs. Je travaillais vraiment toute seule. Je mettais une caméra, là sur au bord de ma fenêtre ou sur le bar. Et puis voilà, je jouais des personnages. Et puis après, j'écrivais ce que je venais de jouer sur papier. Et j'ai rencontré Alex Lutz, donc qui est le metteur en scène de mon spectacle. Et je lui dis, voilà, écoute, j'ai écrit des sketchs, dis-moi ce que t'en penses. Et il a trouvé ça super et il cherchait une jeune comédienne à mettre en scène. Et un jour, il m'a dit, bah voilà, ça y est, j'ai réservé 3 dates au point virgule pour ton showcase. Donc j'ai enchaîné dans une petite salle, puis dans une moyenne, puis dans une plus grande. Et puis là, je finis à l'Olympia au mois d'avril, donc trop bien. Dans votre spectacle Dernière avant Vegas, vous interprétez plein de personnages, de la nymphomane au lapin bleu. De quel personnage est-ce que vous vous sentez le plus proche? J'adore jouer Lindsay Davenport. Ce sketch, il est né parce qu'on était, on était chez moi en train de répéter avec Alex. Et entre midi et 2, il y a les Feux de l'amour. Et on s'est rendu compte que les gens qui doublaient les personnages dans les Feux de l'amour, ils parlaient pas dans la vraie vie, ils parlaient pas normalement. Ils parlaient comme ça, écoutez Brian, vous ne comprenez pas, cette situation est complètement absurde. On s'est dit, mais pourquoi ils parlent comme ça? Je suis Lindsay Davenport, géologue de l'État de Boston. Voici en quelques lignes l'essentiel de ce qui compose mon curriculum vitae. J'ai fait 3 fois le tour du monde, en skate, en ski, en montgolfière. Aujourd'hui, mon meilleur ami est un panda. Et j'ai découvert 3 virus. Et forcé de reconnaître que mon audace scientifique les a tous éliminés. Ça m'a valu 2 médailles militaires, une victoire de la musique en 94. Est-ce que vous diriez qu'il existe un humour féminin?
Quand on est une femme, il faut faire attention parce qu'on est une femme. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi avec Alex Lutz, qui insistait vraiment sur le côté, voilà, t'es une fille, il faut garder le côté que tu as, c'est-à-dire hyper girly, fraîche, pétillante. J'adore m'en les dire, par exemple. J'adore faire des choses, voilà, pas forcément très féminines, mais pour lui, c'était important, voilà, de garder ça. On a d'abord connu votre sœur Alexandra, comme par hasard dans une série, mini-série à la télévision. Oui. Et vous, quelques années plus tard, vous faites la même chose. Exactement. Vous marchez vraiment dans les pas de votre sœur, là. J'essaie justement de ne pas marcher dans les pas de ma sœur pour me différencier, parce que c'était hyper important pour moi. Par exemple, quand j'étais au conservatoire, je disais pas que j'étais la sœur d'Alexandre Lamy. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? Parce que j'avais envie de travailler avec le nom d'Audrey Lamy et pas Audrey Lamy, sœur de... Mais vous le cachiez ou vous... Ouais, pendant une période, je l'ai caché parce qu'au conservatoire, vous avez un petit panneau comme ça et puis on colle les articles des pièces de théâtre, etc. Et puis à ce moment-là, il était au théâtre, justement. Donc il y avait un article dans le couloir du conservatoire. On me dit, dis donc, Alexandre Lamy, il n'y a pas un rapport... c'est bizarre, c'est pas ta sœur, ta tante, ta machin, truc. Je vous mentiez? Ouais, j'ai menti vite fait. Je fais non, bon, on va chercher un café. Voilà, j'ai un peu détourné le truc, mais maintenant c'est vrai que voilà, je l'assume totalement, c'est génial, c'est super. Mais au tout début, c'est vrai que j'avais envie de réussir les castings sans qu'on sache que j'étais la sœur. J'ai récemment reçu Mathilde Seigné, qui me parlait aussi de relations avec sa sœur, parce que ce sont deux sœurs comédiennes. Et elle me disait qu'en fait, évidemment, elles s'aiment beaucoup, mais quand elles se voient, elles parlent pas trop travail, parce que justement, elles n'ont pas envie qu'il y ait une espèce de rivalité qui s'installe entre elles. Ouais. Est-ce que vous avez le même genre de relation avec votre sœur? On parle boulot tout le temps. Oui. Non, mais on parle pas que boulot, mais on en parle aussi beaucoup. La rivalité, nous, il peut pas y avoir de rivalité entre nous, déjà parce qu'on a 10 ans d'écart. Donc je pourrais jamais lui piquer ses rôles et puis elle pourra jamais piquer les miens. Franchement, on a une complicité tellement forte et elle m'a tellement soutenue pour faire ce métier-là en me disant je suis sûre que t'es faite pour ça, il faut que tu montes à Paris, tout ça. Enfin, il n'y a aucune ambiguïté, on a une relation très saine. Et on est heureuse quand il y en a une qui bosse et on est malheureuse quand elle est malheureuse. Enfin voilà, vraiment on se soutient à fond. Dernière question, parce que le temps passe vite. Alexandra, ben voilà que je me... mais appelle-moi Jean. Justement, parce que je vais vous parler d'Alexandra et de Jean. Parce que votre sœur, comme votre beau-frère, ont été en pleine lumière l'an dernier avec les Oscars. Comment est-ce que vous avez vécu toute cette effervescence? Un peu de loin, parce que je travaillais, enfin j'étais au théâtre, à la télé, etc. Bon, évidemment, on s'appelait 12 fois par jour. Elle me disait, ce soir, je vais voir Brad Pitt, ce soir, je vais voir Leonardo DiCaprio. C'est de la folie, elle prenait des photos partout, etc. Elle était ouf. Non, mais forcément, enfin, c'est mon beau-frère, donc c'est toujours bizarre de dire ça, mais je suis tellement admirative de la carrière qu'il a eue, parce que lui aussi, il vient quand même d'un programme court, comme un gars, une fille. Qu'il ait eu l'Oscar, ça fait rêver, c'est bien. Les choses bougent. Et vous allez peut-être, grâce à lui, réaliser votre rêve le plus cher? C'est-à-dire? Rencontrer Brad Pitt. J'ai rencontré Brad Pitt. Ah, vous avez rencontré Brad Pitt? Bien sûr. Alors, heureuse? Oh là là, c'était génial. C'est votre fantasme. C'est ma sœur qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, il y a l'avant-première d'Angelina Jolie, enfin Angie. Et elle me dit, voilà, s'il y a son avant-première la semaine prochaine, est-ce que tu veux venir? Mais j'ai dit, mais évidemment, est-ce qu'il y aura Brad? Elle me dit, mais oui. Donc voilà, j'y suis allée. Et on s'est retrouvés après le film dans une pièce qui était pas plus grande que celle-là, et il était à 1 mètre. Et je l'ai regardé en fan, comme ça, toute la soirée. Et au moment de partir, je lui ai dit à ma soeur, non, là, il faut absolument que je fasse une photo avec Brad, c'est pas possible. Vous êtes arrivé il m'a baisé la main, il m'a dit, nice to meet you. Ouais. Et on a fait une photo. Voilà. On peut la voir? Il en avait rien à foutre. Mais non, je veux la voir, la photo. Lui, il en avait rien à faire parce que je lui dis, vous savez, je fais un one-man show, je vous ai collé sur une poêle, donc il a pas dû comprendre de quoi je parlais. Ping! Vous avez vu? Je me suis acheté une poêle Brad Pitt. Vous avez beaucoup exploré votre potentiel comique, justement, sur scène ou au cinéma. Est-ce que vous aimeriez sortir de cet univers-là? Ouais, bien sûr. Par exemple, dans le film de Maïwenn, Police, j'étais contente, même si c'est une toute petite participation, j'étais contente qu'elle ait au moins la curiosité ou qu'elle ait envie de me voir dans un autre rôle, dans un autre registre. Évidemment, quand on est comédien, on a envie de faire plein de choses. Merci beaucoup, Audrey. Merci. C'était très sympathique. Place maintenant au décryptage de grand public. Aux États-Unis, Judd Apatow est le maître de la comédie au cinéma. En France, ces films ne sont pas forcément des cartons au box-office, mais paradoxalement, la plupart des humoristes s'en réclament, de Florence Foresti au Kaira.
Alors que son film 40 ans, mode d'emploi est sorti hier, comment Judd Apatow a-t-il révolutionné le rire de ce côté-ci de l'Atlantique? Le nouveau roi de la comédie, c'est un reportage d'Irène Bénéfice. Pourquoi on s'engueule? J'en sais rien. Parfois, t'es tellement en rogne que j'ai l'impression que tu veux me tuer. Mais j'ai envie de te tuer. Comment tu ferais? Je mettrais du poison dans tes petits gâteaux. 40 ans mode d'emploi, c'est la nouvelle comédie Made in US qui arrive cette semaine sur les écrans. L'histoire d'un couple en pleine crise de la quarantaine qui décide de reprendre sa vie en main. Derrière la caméra, Judd Apatow. Nos vies, c'est le bordel. Ce sera toujours pareil. Mais on essaie de s'en sortir comme on peut. Son nom n'est pas forcément connu en France. Pourtant, aux États-Unis, c'est une immense star, la référence en matière de comédie. C'est le parrain, c'est le grand patron, c'est l'empereur, c'est le roi. Enfin, il y en a pas deux, en fait, comme lui aujourd'hui, qui occupent cette place. Quand on dit comédie, ça se traduit par Apatow, ouais. En anglais. Scénariste, producteur, réalisateur, 40 ans mode d'emploi est son 4e long métrage. Les ingrédients sont toujours les mêmes, des personnages de la classe moyenne américaine loufoques, un peu paumés, parfois trash mais toujours attachants. Tu crois que nos femmes sont en train de nous regarder? Ouais, sûr de sûr, ouais. On dirait 2 pédophiles, non? Outre-Atlantique, ces films font un carton au box-office. En France, Apatow a du mal à séduire le grand public. Mais il est une source d'inspiration pour nos comiques comme Florence Foresti, Michael Youn ou encore le créateur des Caïras, Franck Gastambide. Il a ouvert les portes à tout le monde, c'est-à-dire qu'on essaye tous de faire ça maintenant. Enfin, on est très nombreux à essayer de faire des comédies qui soient un peu borderline, un peu sulfureuses et en même temps qui racontent quelque chose. Comment Judd Apatow est-il devenu le maître absolu de la comédie, le grand inspirateur des comiques américains, mais aussi français? Judd Apatow présente sa nouvelle comédie, 40 ans mode d'emploi, sur la crise de la quarantaine, vient de sortir. De passage à Paris, nous l'avons rencontré. Mes films, c'est toujours l'histoire de gens qui galèrent. Ce n'est pas que nos vies soient exactement comme ça, mais disons qu'elles ressemblent quand même beaucoup à ça quand tout va très mal. Le scénario, un couple d'Américains moyens en pleine angoisse existentielle. Avec au casting sa femme, Leslie Mann, et ses 2 filles. Ce film, c'est du vécu. Plus je fais des films, plus ça m'intéresse d'explorer mes sentiments, mes angoisses. Je ne pense pas vraiment qu'on gagne en maturité. On vieillit, ça oui, mes cheveux grisonnent. Mais au fond de moi, je suis le même qu'à 18, 19 ou 20 ans. Ces 10 dernières années, Judd Apatow est devenu la référence incontournable de la comédie hollywoodienne. Mathieu Caratier est rédacteur en chef du magazine Première. Il est allé rencontrer le réalisateur à Los Angeles pour décrypter le style Apatow. C'est de la comédie parfois très grasse, hein, voilà, de la vraie comédie américaine outrageuse comme on en a beaucoup vu, mais avec une dimension vraiment émotionnelle en plus, un vrai côté humain, où parfois, d'ailleurs ces films aujourd'hui vont presque plus vers la comédie dramatique et la comédie de mœurs que des choses 100% drôles en fait. Ces personnages, des outsiders, des Américains moyens un peu losers. Steve Carell, dans 40 ans toujours puceau, son premier film en tant que réalisateur en 2005. Ou Seth Rogen dans En cloque mode d'emploi, sorti en 2007. C'est ce côté revanche des frustrés qui a séduit Romain Lévy, le réalisateur de la comédie Radio Star. On peut pas se parler, normalement, une fois? Alors ça, c'est les clés du bus, Cyril. En général, les héros troublés que vous voyez dans le cinéma américain, même dans la comédie romantique, qui peut être même un peu plus transgressif de temps en temps, c'était toujours des mecs qui voulaient devenir architectes, quoi. Lui, c'est pas des mecs qui veulent devenir architectes, c'est des mecs qui montent des sites internet, qui vont recenser toutes les plus belles paires de nichons que vous avez dans le cinéma. C'est un peu la revanche des gros comme moi, quoi. Ça fait plaisir de se dire, ah ben voilà, le type a 15 kilos de plus, mais ça n'empêche pas de se trouver une nana correcte, quoi. Les comédies d'Apatow sont un succès critique et commercial. Elles ont engrangé plus de 300 millions de dollars. Pourtant, avant d'en arriver là, le réalisateur a eu des débuts difficiles. Formé à l'école du stand-up, l'impro, il abandonne vite la scène pour se lancer dans l'écriture de la série télé. Le Ben Stiller Show en 1992, Freaks and Geeks en 1999, les années campus en 2001. Toutes seront de gros succès critiques, mais l'audience ne suit pas. Il faudra attendre 2004 pour que sa carrière décolle avec le film Présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy qu'il produit. Il a 36 ans. Il y a eu un petit passage à vide, mais qu'il a transformé aussi
en art, hein, voilà. Parce que lui, quand ça va pas, il écrit un film dessus. Donc rien n'est perdu avec Judd Apatow. En France, Judd Apatow ne remporte pas un grand succès en salle, mais dans le milieu de la comédie, son influence est partout. Franck Gastambide est comédien. Il est aussi le réalisateur du film Les Caïras. Judd Apatow, c'est un peu son mentor. Mais par contre, t'as pas filmé, t'as pas fait de photos, tu veux qu'on te croie. Quand un réalisateur français fait une comédie sociale, un petit peu sulfureuse, on le compare systématiquement à Judd Apatow. Et c'est parfois un peu gênant, parce que quand on fait son premier film, on est très loin d'avoir le niveau de Judd Apatow. En revanche, je mentirais si je disais pas que je me suis très clairement inspiré. On dit qu'on apprend beaucoup en lisant. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant les films de Judd Apatow. Franck Gastambide n'est pas seul. De grands noms de la scène comique française comme Michael Youn dans son film Fatal sur une caricature de star du rap, ou encore Florence Foresti quand elle écrit Hollywood avec Jamel Debbouze. Tous deux se revendiquent du pape de l'humour américain. En fait, c'est toute une nouvelle génération qui s'inspire de Judd Apatow. L'énergie qu'il y a eu dans Radio Star et dans la bande de Radio Star cette année, l'énergie qu'il y a un peu dans mon film, c'est assez révélateur du fait qu'on est influencé, je crois, par ce cinéma-là, et tant mieux d'ailleurs, et que cet esprit de bande et cet esprit de se dire, on a nos comédiens, qui sont d'ailleurs à la base pas des vedettes, ni pour Radio Star, ni pour les Caïras, mais tant pis, on va faire un film le plus sincère possible, comme Apatow l'a fait. L'esprit de bande, voilà une autre caractéristique du cinéma d'Apatow. Il s'entoure toujours des mêmes comédiens, de jeunes talents qu'il a détectés comme Will Ferrell, Steve Carell, Seth Rogen ou encore Adam Sandler. C'est à lui qu'ils doivent leur carrière. Dans son casting, il y a à peu près personne de la comédie qui vient des générations précédentes de la comédie. Il a vraiment créé un univers à lui tout seul. Ça fait 15 ans qu'il travaille avec les mêmes personnes et qu'il les a amenés... il en a fait des stars, hein. C'est lui qui a fait de tous ces gens-là, les stars, voilà, qui sont aujourd'hui. Et il y a une vraie fidélité. Mais Judd Apatow ne se borne pas aux histoires de mecs. C'est lui qui a lancé l'humour féministe en produisant Mes meilleurs amis en 2011 et la série phénomène Girls, sacrée meilleure comédie aux Golden Globes. I am unfit for any and all paying jobs, and I have been dating someone who treats my heart like it's monkey meat. He basically just told you that picture of his penis is meant for another girl. He never mentioned a girl, so... Qu'il soit producteur ou réalisateur, en tout cas, le succès est au rendez-vous. Depuis sa sortie aux États-Unis en décembre dernier, 40 ans mode d'emploi a déjà rapporté plus de 60 millions de dollars. Je suis toujours à me demander, qu'est-ce qui va mal se passer? Comment je peux l'empêcher? J'imagine toujours le pire et j'essaie de l'anticiper. C'est pour ça que je suis un bon producteur. Je suis toujours comme ça et je n'ai pas envie de changer. Le retour du groupe anglais Madness. Camille Claudel, revisité au cinéma par Bruno Dumont, mais aussi le cirque des 7 doigts de la main. Ils sont dans nos incontournables cette semaine. Julien Pau. Elle vient d'ouvrir ses portes au musée d'Orsay et elle est déjà incontournable. L'exposition L'Ange du Bizarre, consacrée au romantisme noir, de Goya à Max Ernst. Un mouvement de pensée extrême qui naît au XVIIIe siècle, véritable côté obscur de la force. « 200 œuvres magistrales qui influencent plus que jamais des mouvements artistiques contemporains. Allez-y avec vos ados, ils vont adorer découvrir les origines de la dark fantasy. » Ce sera très intéressant justement pour ce public de voir que tout l'univers dont il est très familier, que ce soit le Seigneur des Anneaux, Twilight ou l'univers de Tim Burton, il prend ses racines il y a 200 ans dans le siècle des Lumières. Et ce n'est pas un hasard si le commissaire de l'exposition qui fait la jonction entre des grands classiques et les mouvements actuels a tout juste 27 ans. J'ai vu sur certaines remarques dans le livre d'or, des personnes qui disent « Ah, ça me fait penser à du black metal ». Que pensez-vous du lien avec cette musique? C'est tout à fait, justement, c'est ce qu'on cherche, c'est que le lien soit évident et enrichissant avec la culture contemporaine. Quand Madness, le groupe mythique de ska, revient à Paris lundi dernier, ça fout les jetons.
Ok, on est d'accord, l'image bouge un peu, mais des quarantenaires en pleine forme, ça vous fait trembler le parquet du Trianon. De quoi terroriser le public de Lady Gaga et faire pleurer celui de Justin Bieber. Condition non négociable pour obtenir une interview des Madness, avoir un bon niveau au baby-foot. Ça fait toujours plaisir d'avoir affaire à des ados de plus de 50 ans. Avec Madness, la fête dure depuis 1979 et peu importe les mouvements musicaux qui sont passés depuis. Depuis le début, on n'a jamais voulu suivre les modes. Même ce soir ici, beaucoup de gens nous disent que nous sommes un groupe de ska, mais on n'a jamais dit qu'on l'était. On joue juste ce style de musique parce que c'est la musique qu'on aime jouer. Et que pensez-vous de la musique électronique? Le problème, c'est que si on commence à jouer de la musique électronique, qu'est-ce qu'on va faire des 5 musiciens? Ils vont rester là à rien faire? Et aucun des membres de Madness ne reste les bras croisés, pas plus que son public déchaîné. Avec le dernier album, une nouvelle tournée française commence en juin pour finir en septembre à l'Olympia. One Step Beyond. J'ai été internée d'abord à Villévrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Montevergue, près d'Avignon. Le film de la semaine est sorti hier. Camille Claudel de Bruno Dumont, joué par Juliette Binoche. Comment vous dire? Voilà un film extraordinaire et dérangeant dont on ne ressort pas indemne. Sans doute comme l'actrice après 5 semaines de tournage. Et Juliette avait pris ce pli assez curieux de venir toujours sur le plateau et pleurer. Donc pendant que les techniciens se préparaient, elle pleurait, mais je pense qu'elle se concentrait, elle se mettait là et elle cherchait à peut-être se mêler à l'équipe, et en se mêlant à l'équipe, à trouver oui, c'est ça, la température nécessaire. C'est bizarre. Juliette joue Camille en 1913, au moment où elle est internée par sa famille pour troubles mentaux. Camille souffre alors de paranoïa et de troubles de la persécution. J'ai toujours pensé qu'on ne souffrait jamais sur un plateau de cinéma. On fait du cinéma quand même. Donc même si elle crie, même si elle pleure, ça fait pas mal, quoi. Je veux dire, ça ne l'inflige pas, et c'est au contraire, elle en est très satisfaite. C'est ton émotion qui m'intéresse, d'accord? Donc ta gentillesse, tu peux devenir gentille. La faim que t'as fait, c'était très bien. On sent que tu commences à devenir cinglé. Je dis bon, ça va pas, peut-être ceci, peut-être cela. Donc elle continue à pleurer en fait, et puis elle va repartir en fait. Mais c'est assez sportif, hein. Jusqu'à dimanche au Casino de Paris, le spectacle Séquence 8 est un génial mélange de cirque, de théâtre et de danse, le tout en forme de performance plongée dans la poésie. C'est vraiment un spectacle en fait très acrobatique, très accrocheur. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires. En fait, c'est à vous de vous ouvrir la tête, l'esprit et de faire votre propre histoire du spectacle. On pleure, on rit, on crie, on est fâché, mais c'est plein d'émotions en même temps. Et l'on retient son souffle lors de ces acrobaties très chorégraphiées qui mettent tour à tour chacun des circassiens en péril. Un pour tous, tous pour un. C'est vraiment un groupe, c'est une petite famille sur scène qui est très accrocheur, je pense. Vous êtes 8, vous mangez ensemble, vous êtes au spectacle ensemble, vous êtes inséparables. Inséparables, on couche juste pas ensemble en fait, donc ça va, toujours ensemble. Un peu quand même. Bah attends, ils sont bons par exemple. De l'humour, beaucoup d'humour, et surtout du talent, beaucoup de talent, pendant 1h30. Christine Montalbetti a quelque chose d'hypnotique, voire de fantomatique. Comme son roman Love Hotel, entre la fiction érotique et le livre de fantômes. Ça se passe au Japon le 11 mars 2011, il y a tout juste 2 ans cette semaine. Un couple adultère se retrouve, dehors, le tsunami approche. C'est un roman aussi sur le pressentiment, avec aussi tous ces fantômes qui hantent les contes du Japon et qui font pression d'une manière étrange. Un livre magnifique sur le pressentiment qu'il se passe quelque chose de terrible, là, dehors, à cet instant. C'est un livre sur la peur, quand même? Peut-être.
C'est l'heure de la rencontre de grand public et elle est exceptionnelle ce soir puisque je vous emmène chez Monsieur Bernard Pivot. L'homme livre se raconte sur scène jusqu'à samedi au Théâtre du Rond-Point à Paris. Ses souvenirs de jeunesse dans le Beaujolais, mais aussi ses émissions devenues cultes à la télévision et c'est même dans les chaises, que dis-je, les fauteuils d'apostrophe qu'il nous a accordé ce moment. Regardez. Monsieur Bernard Pivot, bonjour. Bonjour. Aïda Touiri, je suis enchantée de vous rencontrer. Mais ravi de vous recevoir. Et alors ma première question, si vous le permettez, c'est quelque chose qui m'intrigue ici. Apostrophe. Ah, ça. Est-ce que c'est la vraie bibliothèque d'apostrophe de la fameuse émission mythique aujourd'hui? Non, ça c'est le dernier décor, effectivement. Il y en a un morceau à la Fnac des Ternes, il y en a un morceau ici. On n'est même pas rentré chez vous, qu'on est déjà dans votre univers, Bernard Pivot, là. Oui, mais ça c'est normal. Vous savez, quand vous allez chez un vigneron, vous attendez à avoir des bouteilles quand même. Vous avez des bouteilles de vin, non, mais vous voyez des tonneaux dans la cour, vous voyez l'entrée d'un cuvage, ben là vous voyez l'entrée d'une bibliothèque. Mais alors où sont vos livres alors? Les vrais? Non, mais il y en a partout, des livres. Il y en a dans ma maison de campagne, il y en a dans les pièces de l'appartement. Vous savez combien vous avez de livres? Pas du tout. Mais vous n'avez jamais compté? Et je m'en fiche complètement. C'était du temps d'apostrophe. Je recevais à peu près, au moins 80 livres par jour. Ah, par jour? Oui. Et il y en avait partout des livres. Il y avait des murs de livres, des montagnes de livres. Et alors il fallait parfois enjamber. Ma famille protestait. Parfois les piles de livres s'écroulaient. Ah ouais. Le médecin qui était en dessous disait oh c'est pas bien grave. Ce sont les piles de livres de chez les Pivots qui s'écroulent. Vous voyez ce que vous voyez là? Ce sont les livres du moment. On peut aller voir? Oui, si vous voulez, ce sont les livres qui arrivent. D'accord, que vous recevez en fait, en ce moment, puisque vous êtes toujours chroniqueur littéraire pour le Journal du Dimanche. Et puis membre de l'Académie Goncourt. Et membre de l'Académie, surtout membre de l'Académie Goncourt, évidemment. Donc, ce sont les livres qui sont classés par éditeur et que je lis et que, voilà, c'est pour mon boulot, c'est le travail, ça c'est le travail. Ça c'est amusant, vous voyez. Ça c'est un chat de Sampé. C'est un chat de Sampé, alors vous voyez très bien, il est entouré de... Il regarde par la fenêtre, il regarde la vraie vie. Il regarde pas les gens qui sont dehors, mais il est entouré de livres. Oui. Et d'une certaine manière, j'ai eu pendant très longtemps un chat qui a vécu avec moi du temps d'apostrophe, qui a vécu d'ailleurs très vieux, 23 ans et demi. Et au fond, c'était lui. Il vivait avec moi et au fond, nous étions tous les deux. Je m'imagine assis à côté de lui sur le rebord de la fenêtre et regardant la vraie vie à l'extérieur, alors que nous avions pour habitude tous les deux de rester enfermés entre quatre murs, lesquels quatre murs étaient couverts de livres. Voilà. Donc c'est un chat qui, au fond, je dirais presque c'est un chat autobiographique. Ah ouais, c'est beau. Et alors là, il y a un autre chat, et c'est le contraire. Alors c'est celui que je n'ai pas été. Comment ça? C'est un chat aventurier. Aventurier. Je l'ai acheté d'ailleurs à New York, il s'appelle The Sailor's Cat. The Sailor's Cat. Et donc c'est un chat, vous voyez, il a plein de souvenirs, il est de San Francisco, de Hong Kong, de Bora Bora. C'est un grand aventurier. Et donc c'est le contraire de l'autre là-bas. Mais c'est un chat que j'aime beaucoup parce que c'est évidemment le chat que je n'ai pas été. Cette chaise, ça me rappelle quelque chose, ça, non? C'est pas une chaise, c'est un fauteuil. Ce fauteuil me rappelle quelque chose. C'est le fauteuil d'apostrophe. C'est le fauteuil d'apostrophe. Deux fauteuils d'apostrophe. Oui. Ouais, c'est là où d'illustres séants ont pris place. Voilà. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y. Je peux poser le mien aussi? Vous pouvez poser le vôtre. Comme à l'époque. Oui, voilà. Voilà. Bien, je dois dire qu'on est très confortable. Ouais. C'est confortable. Ouais. Donc, mais il faut être bien assis, mais il faut être pas dans du mou à la télévision. Et d'ailleurs, au début d'Apostrophe, on avait mis des fauteuils, un canapé qui était assez mou. Et le premier qui avait protesté, c'était Solzhenitsyn, qui avait dit ah non, moi j'aime pas du tout ce genre de fauteuil mou. Et on s'est dit qu'il avait raison. Et donc on les a changés. Et l'un de ces deux fauteuils va aller sur la scène du théâtre du Rond-Point. Et c'est en partie assis pendant le spectacle que je lirai des textes assis dans ce fauteuil. Voilà. On ne le devient pas, on est écrivain. L'encre précède l'existence. Le Mac précède les nouveaux Balzac.
On ne sait pas pourquoi des hommes et des femmes attrapent des gènes bizarres qui se sont fait la tête de Proust, de Camus, de Simone de Beauvoir, de Sartre ou de Georges Semprin. Souvenirs d'un gratteur de tête, ce sont vos souvenirs donc de votre vie, de vos émissions aussi. Non, il y a 3 parties. Enfin, il y a des souvenirs avec des grands écrivains que j'ai eu la chance de rencontrer, Nabokov, Solzhenitsyn, Cohen, Yourcenar ou Duras. Puis il y a des souvenirs personnels de ma vie, aussi bien de fils d'épicier que de vendangeur dans le Beaujolais, et puis des textes sur des mots, sur des mots que j'aime beaucoup. Alors il y a la Fiquet, libellule, l'hippopotame, donc ce sont des considérations sur ces mots qui m'enchantent, et j'essaye de faire partager ce plaisir des mots et des souvenirs aux gens qui ont la gentillesse de venir au Théâtre du Rond-Point. Voilà. Un soir, vers l'âge de 8 ou 10 ans, ils annoncent à table « Je serai écrivain ». Une voix jadis leur répondait « Mange ta soupe au lieu de dire des bêtises ». De nos jours, « Bois ton coca au lieu de raconter des conneries ». Né Verseau, ascendant Pléiade, comment ne croiraient-ils pas à leur destin littéraire? Alors des écrivains, Bernard Pivot, vous en avez reçu des milliers, des centaines. Lesquels vous ont le plus marqué? Fatalement, c'est Alexandre Solzhenitsyn, parce que j'ai fait 4 émissions avec lui. Je l'ai suivi depuis son exclusion de l'URSS jusqu'à son retour en Russie. J'ai fait avec lui 2 émissions de plateau à Paris. Je suis allé le voir aux États-Unis. Alexandre Solzhenitsyn, le 11 décembre, vous aurez 65 ans. Que faut-il vous souhaiter pour cet anniversaire? Ну, не к этому дню пожелать, конечно, а пожелать в будущие годы. Я бы был благодарен, если бы вы мне пожелали успеть закончить «Красное колесо» и еще живым вернуться в Россию, а не только в виде книг. À un moment, on n'était pas écrivain si on ne passait pas chez Bernard Pivot. Vous l'avez senti, cette espèce de label? C'est Philippe Delerme, un jour, qui m'a dit, mais c'est extraordinaire parce que je il avait publié plusieurs livres, puis je ne l'avais pas invité, et puis jusqu'au jour où il a publié la première gorgée de bière, et je l'ai invité, ça a déclenché une avalanche d'achats de son ouvrage, et le soir même de l'émission, il m'a dit, c'est curieux parce que maintenant, je vais être considéré par ma famille, par mes voisins, par les fournisseurs, comme un écrivain. Tant que tant que vous ne m'aviez pas reçu apostrophe, je sentais du côté de mes proches une sorte de réticence à m'accorder cette qualité d'écrivain, ce qui était évidemment totalement abusif. Alors Bernard Pivot, à force de recevoir des écrivains, est-ce qu'à un moment on n'a pas envie aussi de s'y mettre à l'écriture? C'est ce qui s'est passé quand j'ai pris ma retraite de la télévision. J'avais devant moi du temps et j'ai donc tout naturellement pris la plume pour écrire des livres sur des mots à sauver, des expressions à sauver, faire un dictionnaire amoureux du vin. Ensuite, j'ai écrit un vrai faux livre de mémoire, c'est-à-dire les mots de ma vie. J'ai découvert au fond sur le tard le vrai plaisir d'écrire. Voilà, au fond, ce plaisir. Moi, j'ai évidemment le plaisir d'écrire des articles. J'en ai beaucoup écrit des articles de presse dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Quand vous mettez comme ça devant des feuilles et vous allez écrire un livre, tout d'un coup, on n'est pas dans la même psychologie. Et vous avez un rituel d'écriture? Vous écrivez plutôt au stylo, non, j'écris toujours au stylo. Quand vous avez le stylo en main, comme ça, vous écrivez ça, vous avez le stylo bien en main, et puis vous avez la feuille de papier. Il y a quelque chose de sensuel dans le glissement, vous voyez, de la peau sur le papier. Ah ouais. C'est tactile, enfin, c'est sensoriel, quoi. Tenir le stylo, tout ça, là, il y a vraiment je trouve, c'est une sorte un vrai plaisir, voilà, un vrai plaisir qui est physique et qu'on n'a pas si on simplement peut taper, voilà. Est-ce que c'est une bouteille de Beaujolais? Oui. Ah. Voilà. Je vous regarde faire parce que je vois que c'est une bouteille. C'est pas n'importe quelle bouteille que vous nous avez sortie. Non, c'est une bouteille qui porte mon nom. Comment ça se fait qu'elle porte votre nom?
La cave coopérative de mon village du Beaujolais, qui s'appelle Quincey-en-Beaujolais, m'a demandé de donner mon nom à une cuvée pour les aider à vendre. Et évidemment, je l'ai donné, mon nom. Je veux dire, je ne touche pas un centime sur ce vin-là, mais simplement pour aider les viticulteurs de mon village pour qu'ils s'en sortent un peu mieux qu'ils ne le font actuellement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir débouché cette bouteille pour nous. Je vous en prie. Voilà. Je lève un verre à votre santé. À votre santé. En vous remerciant pour tout. Merci pour l'accueil. Et puis je viendrai vous voir sur scène. Ah ben avec plaisir. Jusqu'au 16 mars au Théâtre du Rond-Point et puis aussi en province. On ne va pas oublier nos téléspectateurs provinciaux. Merci encore. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi Grand Public. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site france2.fr si vous voulez revoir cette émission. Avant de vous quitter, voici, comme chaque jeudi, notre extrait culte. Ce soir, nous avons choisi La Rivière Rouge. C'est le premier western de Howard Hawks, 11 ans avant le mythique Rio Bravo. L'histoire, un riche propriétaire et son fils traversent l'Ouest américain avec leurs troupeaux. Père et fils s'opposent jusqu'au duel. Le père, c'est John Wayne. Le fils, Montgomery Clift, qui deviendra une star après ce film. Il vient de sortir en version restaurée. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. À jeudi prochain. Doc Kennelly. C'est toi qui es cause de tout ça. Oui. Oui, je le sais. Je donnerai je ne sais quoi pour... Oui, nous aurons perdu 300 ou 400 bêtes et tu as tué Dan Latimer. Oui, oui, je l'ai tué. Je le sais aussi. Je le sais. Je donnerai mon pardon. Tu voles du sucre comme un gosse. Les gosses qui chipent du sucre, on les fouette. Quoi? Laredo, Tiller. Attache-le à la roue du chariot. Non, je ne me laisserai pas attacher. Je ne veux pas qu'on m'attache à la roue. Alors tu vas être fouetté sans être soutenu. Oh, Monsieur Johnson, j'ai fait une chose effroyable, mais je ne me laisserai pas fouetter. Tourne-toi, Buck. Ne le faites pas, Monsieur Johnson. Tourne-toi, sinon on garde tes yeux. Arrêtez, Monsieur Johnson, arrêtez, je vous dis. Tu lui aurais mis ta balle dans la tête. Ça, oui, je t'assure qu'il l'aurait eu. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.